Ça, c'est la partie où on teste pendant la NFL Combine. On veut savoir ici un peu le caractère du joueur. On veut savoir évidemment, les attributs physiques, comme on l'a vu, le développé couché, les sprints, tout ça, c'est vraiment du physique. Il y a aussi évidemment un contre-argument par rapport à cette combine, et on en entend très souvent parler aux États-Unis, et c'est majoritairement les anciens joueurs de la ligue qui en parlent. Et c'est pour ça que j'adore à l'heure actuelle voir autant d'anciens joueurs être des chroniqueurs, des commentateurs, des pundits, appelez ça comme vous voulez, mais amener leur savoir, amener leur science, amener leur vécu. Moi, je prends un plaisir énorme à les écouter, surtout maintenant avec les podcasts, la possibilité de créer un contenu. On a des personnes qui peuvent parler, je vais dire, aussi librement que possible, surtout aux États-Unis où il y a quand même pas mal de liberté à ce niveau-là. On a des joueurs qui on se demande s'ils vont être cancel ou quoi. C'est pas exactement le cas. Donc on a des joueurs qui vont nous parler sans spécialement passer par le politiquement correct, sans spécialement dire ce qui doit être entendu, mais plutôt simplement partager le vécu. Et énormément d'anciens joueurs ont pas mal de choses à dire sur le combine en disant, et ce qu'ils disent se vérifie, je vais y arriver dans une minute, ils disent globalement c'est très bien, quand pendant le combine, vous pouvez voir s'ils vont vite, vous pouvez voir s'ils peuvent attraper la balle, vous pouvez voir s'ils sont forts, vous pouvez voir s'ils sont rapides sur leurs appuis, s'ils peuvent reprendre leur force. Mais tout ça c'est bien mignon, mais en général, les tests sont réalisés quand vous êtes en général en short et en maillot ou en vareuse pour les Belges. Vous avez simplement un équipement léger, mais si vous avez déjà regardé un match de NFL ou même vous avez déjà vu des images de NFL, c'est pas exactement comme ça qu'on joue. On joue avec un casque, on joue avec des épaulières, on joue avec un plastron, on joue avec des choses qui sont énormes, on joue avec tout un équipement qui est lourd, qui empêche la mobilité, qui empêche pas mal de mouvements. Donc ce n'est pas simplement en évaluant sur une base aussi objective que possible les prédispositions physiques d'un joueur qu'on saura s'il est un joueur de foot, comme ils appellent ça. Les anciens joueurs parlent toujours de football player. On peut évidemment être un athlète, un monstre physique, il n'y a pas de problème avec ça. Ça ne veut pas dire que ça va automatiquement se traduire dans la grande ligue. Ça ne veut pas dire que ça va être une star. Ça ne veut pas dire qu'il va être meilleur que les autres à son poste. Absolument pas. Il suffit de regarder Je vais parler du sprint de 40 yards, donc le 40 yard dash. Il suffit de regarder celui de Tom Brady. Je vous assure, c'est. Vous voyez ça, vous vous dites. Non, et c'est compliqué en voyant le 40 yard dash de Tom Brady d'imaginer qu'il va gagner 7 Super Bowl et qu'il va être considéré comme le GOAT du sport. C'est assez compliqué. Donc il y a beaucoup de contre-exemples, et c'est souvent les joueurs qui en parlent. Moi, personnellement, d'après les informations que j'ai pu récolter, que ce soit d'anciens joueurs, des médias ou des différents sites internet ou des recherches que je fais pour en savoir plus, le combine est absolument un outil que la ligue utilise. Il y a des choses qui sont intéressantes. Je vous parlais notamment des entretiens. Tout ça est très intéressant, mais il est un fait certain que, à mon sens, la majeure partie du travail est réalisée pendant la saison. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Toutes les équipes de NFL ont une partie du staff dont le job est de visionner les joueurs en cours, de savoir les performances, de voir un peu ceux qui sortent du lot. Ça peut, peu importe, encore une fois, peu importe le sport qui vous anime, peu importe le sport qui vous plaît, quand vous regardez ça à la télé, en général, quand vous devenez un fan, mais qui a des bonnes bases, qui a compris le concept, qui a fait des recherches, qui comprend vraiment l'essence du jeu, quand vous êtes à ce stade-là, il y a souvent des joueurs qui sortent. Comme ça, c'est inexplicable. C'est le fameux high test. Vous regardez, vous vous dites, j'ai l'impression que ce gars-là est toujours bien placé, j'ai l'impression que ce gars-là est toujours dans la bonne zone, j'ai l'impression que c'est. Ça, à mon sens, c'est vraiment le plus important. Donc, quand ces équipes font le boulot, je pense sincèrement qu'il y a des équipes qui ont fait des choix sur des joueurs avant le combine et pour lesquels le combine n'a aucun impact. Je suis vraiment convaincu de ça. Et je vous donne un exemple simple. Dans ma vidéo d'analyse du Super Bowl de cette année, d'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir. Euh, je vous ai parlé du premier choix de cette année. Je suis absolument convaincu, et je ne suis pas original, je vous donne pas un scoop. Fernando Mendoza va être drafté par les Raiders. C'est un quarterback qui a été excellent, qui a eu le Heisman, donc il a été MVP du football universitaire. Et en plus de ça, il a été champion avec son équipe. Donc ça, c'est déjà pas un mince exploit. Mais le Heisman n'est pas toujours drafté en première position. Absolument pas, il y a beaucoup de contre-exemples. Mais quand vous avez un joueur qui représente tout ça, et qu'en plus, vous avez les Raiders qui vont drafter à la première place, et qui ont absolument besoin d'un quarterback, ils ont plus que besoin d'un quarterback qui va permettre à leur franchise de redevenir pertinente. Parce que je suis navré, et s'il y a des fans des Raiders qui me regardent, je suis absolument navré. Les Raiders étaient absolument impertinents l'an dernier. À part les fans des Raiders, personne ne regardait les Raiders et personne n'en avait, désolé l'expression, personne n'en avait rien à secouer de le voir jouer. Ça a été un fiasco quasi dès le départ. Pourtant, on venait d'engager Pete Carroll. Là aussi, j'ai parlé de lui dans la vidéo sur le Super Bowl avec le fameux call play avec Russell Wilson, qui leur fait perdre le Super Bowl. On engage Pete Carroll, on lui donne un contrat de 2 ou 3 ans, je pense en plus, en se disant, bon, il va venir, il va changer la franchise. Et ils avaient tradé avec les Seahawks, on a tradé Geno Smith, où on se disait, oulala, Geno Smith va avoir une belle saison à Seattle avec Mike McDonald.
Est-ce qu'il va être capable de... Est-ce que justement ça va être le... Il va avoir un même rebond, est-ce qu'il va faire le même jeu? Malheureusement, ça s'est pas bien passé du tout. Ça a été vraiment une saison fiasco et cauchemar pour Geno Smith. Et de l'autre côté, ce qui a retourné le couteau dans la plaie, c'est que Sam Darnold a été signé par les Seahawks. Il n'a même pas. Donc les Vikings ont simplement décidé de pas prolonger son contrat. Et les Seahawks se sont un peu jetés sur l'occasion. Et ils ont gagné le Super Bowl. Donc quand Gino part, son ancienne équipe gagne le Super Bowl, c'est vraiment pas chouette. Et c'était vraiment pas une bonne année du tout pour Geno Smith. Et je ne sais sincèrement pas de quoi. J'ai pas regardé les infos. Ça trouve, les infos sont déjà dehors. Et j'ai pas eu le temps de les vérifier. Donc si c'est le cas, j'en suis désolé. J'aurais dû être au pas. Mais je ne sais pas si Gino a déjà retrouvé une équipe. Et j'ai la nette sensation que si même il retrouve une équipe, c'est pas pour être titulaire, malheureusement pour lui. Sauf évidemment blessure ou besoin imminent d'une équipe. Je pense que Gino va devoir se contenter d'un rôle de backup. C'est vraiment pas chouette à dire, mais je pense que ça va vraiment être son sort à partir de maintenant. Et les Raiders, évidemment, ils ont besoin d'un coup de fouet. Donc là, quand on a le premier choix et qu'on a un joueur qui s'est autant distingué que Fernando Mendoza, je vous cache pas que la combine, les Raiders, à ce niveau-là, pour le first pick, je pense qu'ils en avaient rien à secouer. Ils seront très contents de le rencontrer, de pouvoir discuter avec lui, mais je pense que leur choix était déjà fait et la combine n'avait absolument rien changé. Donc il est en fait certain que la combine aura beaucoup moins d'impact pour les hauts picks parce que il y a un travail de titan qui a été fait en amont. C'est les équipes et le staff qui est chargé d'évaluer les jeunes talents, ils ont, ils ont déjà pris une certaine décision. Ils ont sûrement une hésitation peut-être entre deux joueurs du top et peut-être que la combine ou le combine, dites-le comme vous voulez, leur permettra de faire leur choix définitif. Ça peut avoir un impact. Mais en général, en règle générale, les équipes ont fait leur choix. Ils ont vraiment vu ce que le joueur apportait. Est-ce que le joueur rentre dans le système du coach? Est-ce que le joueur rentre dans la cohésion de l'équipe, dans la politique de l'équipe? Tout ça, ce sont des choses qui ont été largement étudiées. C'est ça que je voulais vous dire. C'est pas juste le hasard où on arrive, on se dit, oh, tiens, il a l'air ça. Non, non. Il y a un boulot monstre qui a été fait en amont. Et dans certains cas, la combine peut permettre de prendre des décisions. Ou alors, je vous dis, par contre, ça arrive, je pense assez fréquemment, qu'un joueur qui est projeté au cinquième round puisse être au troisième. Parce qu'il a fait une combine absolument exceptionnelle. Ou vous êtes le deuxième linebacker sur la liste et vous passez premier. Ça peut arriver, mais je vous assure vraiment qu'il y a certains joueurs qui ont fait une année tellement incroyable dans leurs équipes, qui ont été tellement forts, qui ont montré justement qu'ils n'ont même pas eu besoin de venir au combine ou à la combine pour démontrer leur force de caractère, leur compétitivité, le fait que ces gars-là soient comment dire, qu'on puisse leur faire confiance, absolument, qu'on puisse se dire, je vais le drafter, mais il va pas arriver en retard à l'entraînement, il va pas rater les avions et les bus pour les matchs, il va venir, il va être totalement appliqué, il va être 100% focus sur le football. Et aussi une chose qu'il ne faut pas sous-estimer, les équipes de NFL disposent de staff, de gens qui connaissent évidemment les staffs d'université, de football universitaire. Donc ça parle. Il y a des coachs qui vont dire, il y a évidemment des facs qui ont une renommée énorme. On peut parler de Ohio State, on peut parler de Alabama, on peut parler de UCLA, on peut parler de Stanford, peu importe, le choix que vous préférez dans les grosses facs, en général, les coachs et le staff, ils connaissent des personnes dans la ligue et ça parle. Croyez-moi, ça parle. Donc, ce gars-là, je vois qu'il est fort, mais comment ça se passe dans le vestiaire? Il parle beaucoup, c'est un leader par exemple, c'est un leader par la parole. Est-ce qu'il a ce chip on shoulder, ils disent en général, est-ce qu'il a ce poids sur les épaules qui lui donne envie d'être meilleur que les autres, de travailler plus que les autres? Ça, ce sont vraiment des valeurs qui sont fortement recherchées. Et croyez-moi, ce boulot-là, il a été fait avant le combine. Largement avant le combine. Donc, là, le combine a vraiment un impact, mais je pense sincèrement que les équipes se basent plus sur les tapes, donc sur les vidéos, sur ce que les joueurs ont montré pendant leur carrière universitaire. Évidemment, les carrières durent rarement un an. Il y a eu un an, 2 ans, 3 ans, souvent 2 ou 3 ans. Et je dirais même majoritairement 3 ans à l'université. Et là, en général, je vais vous dire honnêtement, la majeure partie du boulot a déjà été faite. Vous avez joué, vous avez eu des succès divers, mais les équipes de NFL vous ont eu à l'œil tout au long. Alors, tout ce qui est combine permet quand même à des joueurs aussi qui pensaient peut-être ne même pas être draftés. Il y en a, vous savez, vous avez 7 rounds de 32 équipes, si je dis pas de bêtises, donc on est à, je sais pas moi, 220, 230 choix, il y a plus de 300 joueurs qui sont invités. Donc il y a peut-être des gars qui n'auraient pas été draftés et qui vont se démarquer et être draftés, donc ça a évidemment une utilité. Je vous dis juste qu'en général, pour les hauts picks, je ne pense pas que c'est une telle importance, surtout que les équipes ont aussi l'opportunité de se mettre en contact avec les joueurs et leurs entourages pour leur dire, tiens, tu, tu viendrais bien nous voir, peu importe l'équipe, je ne sais pas, on va prendre les Raiders à Las Vegas par exemple, Fernando, tu viendrais bien nous voir,
on va un peu te montrer tout ça, on va discuter avec toi. Et il y a vraiment une possibilité de passer du temps avec le joueur. Et c'est ça, je veux dire, c'est encore plus simple que d'avoir, je dis, des interviews à intervalles de 15 minutes. Ils ont la possibilité d'inviter, à partir d'une certaine époque, évidemment, sinon il y a un problème. Ils doivent attendre une certaine période dans l'année pour pouvoir le faire, mais ils peuvent aller voir les joueurs, leur dire, ramène-toi chez nous, on va un peu discuter, on va voir ce qu'on en parle. Et c'est pareil pour la NBA, pour ceux qui sont familiers avec la NBA, c'est absolument la même chose. Ça permet aux équipes de se faire une idée et de pouvoir aussi peut-être faire un workout, c'est-à-dire que on a des facilités, ils ont des facilités un peu partout, ils ont des infrastructures absolument monstres. On parle de franchises qui représentent des millions, dans certains cas des milliards, enfin des centaines de millions, pardon, hein, quand je dis millions, mais des centaines de millions, voire des milliards. Il y a vraiment ces possibilités-là. Pour les hauts choix, je pense sincèrement que le combine n'a pas autant d'impact, mais par contre, comme je vous disais, pour sauter plusieurs rounds, c'est important. Pour les joueurs qui n'auraient pas été draftés, c'est important. Il y a énormément de choses. Il y a aussi des joueurs sur lesquels on prend des notes, on ne les drafte pas, parce qu'on a d'autres choix qui passent avant. Et vous avez la possibilité aussi de rejoindre les équipes dans ce qu'on appelle la practice team, donc la deuxième équipe, on va appeler ça comme ça, euh, sans être drafté. Il y a des exemples de joueurs qui n'ont pas été draftés et qui ont une très belle carrière NFL. On peut penser à Tony Romo des Dallas Cowboys, le quarterback, et on peut penser aussi à Julian Edelman, si je ne dis pas de bêtises, le wide receiver des Patriots, qui a été MVP quand même du Super Bowl lorsque les Patriots ont battu les Rams de Sean McVay et Jared Goff. Donc, il y a absolument une importance, ça permet aux équipes de vérifier certaines choses, pas énormément pour les hauts, mais pour le ventre mou ou même ceux qui n'auront pas la chance d'être draftés, si dans votre calpa vous dites c'est entre celui-là et celui-là, vous draftez le premier, le deuxième est toujours libre et vous voyez qu'il n'a été drafté par personne, vous avez une possibilité de le contacter, de lui dire tiens, on aimait quand même bien certaines choses à propos de toi, via dans la practice team, mais on va voir si on peut faire quelque chose de toi. Ça arrive vraiment chaque année. Donc évidemment, ce Scouting Combine, ce NFL Scouting Combine a vraiment une importance. Ça permet de voir énormément de choses, ça permet aux équipes de se faire une idée sur les joueurs. Et vous avez aussi le Pro Day, on en parlera peut-être après, où les joueurs dans leur fac peuvent, ils ont un workout au moins avec leurs receveurs pour les quarterbacks et avec leurs joueurs, donc ils peuvent plus se mettre en avant. Et c'est vrai que c'est plus en général un truc de quarterback que d'autres joueurs, parce que je vous dis, malheureusement, les quarterbacks sont, pour ainsi dire, toujours les acteurs majeurs des drafts et des différents process. Mais en tout cas, il y a des joueurs qui peuvent monter, on va le voir juste après. J'ai pris un article ou l'autre pour qu'on puisse un peu regarder ça, parce qu'on a toujours cette notion NFL, après le combine, on a toujours ceux qui ont gagné, ceux qui ont perdu. Parce qu'il y a des joueurs qui étaient attendus très athlétiques, qui l'ont été moins. Il y en a qui, comme je vous dis, sont arrivés en cours de forme. Il y en a qui n'ont peut-être pas pris ça assez au sérieux par rapport au team. Il y en a qui ont très mal répondu aux questions. Il y a énormément de choses qui peuvent se produire et qui peuvent changer la trajectoire d'un joueur. Donc, on va y jeter un œil ici, simplement, donc pour les notes, ici on n'a rien à voir. Donc ici, je voulais simplement vous le mettre, l'article de NFL.com, c'est encore une fois un très bon site si vous êtes à l'aise avec l'anglais. Il y a énormément de bonnes informations, il y a beaucoup d'articles, on peut apprendre énormément de choses. Si vous êtes à l'aise avec l'anglais et que vous voulez en savoir plus, ou si éventuellement vous m'entendez dire quelque chose et que vous voulez en savoir plus, ou parce que je n'ai pas été assez loin ou je n'ai pas assez approfondi, n'hésitez pas, c'est un très bon site. Et il y a énormément d'infos, moi je l'utilise absolument fréquemment. Et c'est assez intéressant. Donc, ouais, le nombre de joueurs qui ont été invités ici, donc à 319, je vous disais. Donc globalement, sans faire de la physique quantique, il y a 7 rounds d'un peu plus de 30, il n'y a pas 319 joueurs qui vont être draftés. Donc je dis, c'est aussi une opportunité pour ceux qui ne seront pas draftés de quand même rentrer dans une équipe et de peut-être se faire une carrière tout à fait honorable et de vivre leur rêve tout simplement. Parce que quand on a bossé autant, quand on a sacrifié autant, tout ce qu'on veut, c'est réussir. Peu importe, on ne peut pas tous être le meilleur quarterback, on ne peut pas tous être le meilleur, mais faire partie de l'équipe, avoir un impact sur des matchs, être un pro, c'est déjà excellent parce que ça représente l'élite mondiale. Au-dessus, il n'y a personne, il n'y a pas de meilleure ligue. Donc, même si vous êtes, entre guillemets, le plus mauvais des receveurs de la ligue, vous êtes quand même le meilleur du monde par rapport à tous les autres. Tous les autres, ils sont comme vous et moi, ils sont chez eux, ils ont leur vie, ils ont leur vie de famille, ils ont leur travail. Non, même si vous êtes le plus mauvais de la NFL, vous restez incroyable, vous restez élite. Et ça, c'est vraiment dans tous les sports.